Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 3 du cours de fiscalité des personnes physiques qui porte sur le calcul de l'impôt. Ce chapitre sera divisé en plusieurs vidéos et dans cette première vidéo, je vais vous apprendre à déterminer le revenu net imposable d'un foyer fiscal. Nous serons donc amenés à aborder les notions de revenu brut global, de charges déductibles, d'abattements spéciaux et de revenu net imposable. On va expliquer un petit peu la démarche, donc comment est-ce qu'on fait pour calculer un impôt sur le revenu pour un foyer fiscal. Eh bien, il faut suivre une démarche qui est toujours la même. Cette démarche, on a déjà commencé à l'aborder implicitement dans les vidéos précédentes. En l'occurrence, je vous ai d'abord appris à identifier les membres qui composent un foyer fiscal pour déterminer le nombre de parts qu'il y a dans le foyer, les personnes qui y sont rattachées ou pas. Ensuite, je vous ai appris à déterminer les revenus nets catégoriels perçus par les membres du foyer fiscal. Alors, on n'a pas abordé toutes les catégories de revenus, mais j'ai abordé la notion de traitement et salaire et la notion de revenus fonciers. J'aborderai peut-être dans une prochaine vidéo la notion de revenus capitaux mobiliers et de BIC. Concrètement, à ce stade, eh bien, il va être possible de déterminer le revenu brut global du foyer fiscal, ce qui va nous permettre de déterminer dans un second temps le revenu net imposable. Et c'est sur la base de ce revenu net imposable que l'on va pouvoir calculer ce qu'on appelle le quotient familial, puis déterminer le montant de l'impôt sur le revenu brut. Mais c'est pas fini, parce qu'après l'impôt sur le revenu brut, on a droit parfois à des réductions ou à des crédits d'impôt. Et donc le montant effectif à payer, ça sera le montant de l'IR à payer qui sera déterminé après ces réductions et crédits d'impôt. Donc dans cette vidéo, on va se contenter d'expliquer comment est-ce qu'on calcule le revenu brut et le revenu net imposable. Et dans les prochaines vidéos, on abordera la suite de la démarche. On va commencer tout d'abord par la notion de revenu brut global. En fait, on va prendre tous les membres du foyer fiscal, à savoir généralement les parents, les enfants, éventuellement les enfants étudiants, et on va additionner tous les revenus nets catégoriels des membres du foyer fiscal. Vous vous rappelez, les revenus nets catégoriels, il y a différentes catégories de revenus. La principale pour les particuliers, c'est les traitements et salaires, mais vous avez aussi les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles. Donc vous prenez chacun des revenus nets de ces membres du foyer fiscal dans les catégories qui correspondent et vous allez enlever à cette somme ce qu'on appelle des déficits imputables. D'une manière générale, vous devez retenir que sur la déclaration d'impôt, tous les montants sont arrondis à l'euro le plus proche, il n'y a jamais de centimes, ça évite les erreurs. Et puis à l'époque où on était sur des déclarations papier, ça évitait de ne pas savoir où lire la virgule. Bon, maintenant on est sur informatique, mais pour autant, pour simplifier les calculs, tout est arrondi. Alors c'est quoi cette notion de déficit imputable? Rappelez-vous, on a déjà abordé cette notion de déficit lorsqu'on a abordé la partie sur les revenus fonciers. Vous savez, les revenus qui sont liés à des locations que vous avez un appartement que vous louez. Or, il apparaît que dans certains cas, lorsque vous avez fait beaucoup de travaux dans vos immeubles, eh bien, vous vous retrouvez avec plus de dépenses finalement que de revenus. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un déficit foncier. Vous pouvez également avoir un déficit qui est lié à votre activité professionnelle. En l'occurrence, si vous avez une entreprise individuelle et que vous avez du coup l'obligation de déclarer sous la forme des bénéfices industriels et commerciaux, si votre activité professionnelle génère une perte, eh bien, vous allez vous retrouver également avec un déficit. Que faire en cas de déficit? Si vous avez un déficit qui est constaté dans une des catégories des revenus catégoriels, eh bien vous allez dans un premier temps imputer ce déficit sur les revenus ou bénéfices de la même catégorie réalisés par les autres membres du foyer fiscal. Ça veut dire imputer, ça veut dire quoi imputer? Ça veut dire qu'en fait le déficit va venir en diminution des revenus de la même catégorie. Donc par exemple si vous avez un déficit foncier, eh bien ça va venir en diminution des revenus fonciers éventuels des autres membres du foyer fiscal. Si les revenus de la même catégorie sont insuffisants, le déficit sera compensé par les revenus positifs des autres catégories. Donc, par exemple, si vous avez un déficit foncier, ça va venir en diminution, peut-être des traitements et salaires que vous avez. Sous certaines limites, évidemment, qu'on a vues notamment pour les revenus fonciers. Et si les revenus des autres catégories sont insuffisants,
alors le déficit peut être reporté sur le revenu global des années suivantes. Et donc ça va venir réduire le revenu futur imposable de votre foyer fiscal. Une fois qu'on a le revenu brut, on va passer au revenu net imposable. Le revenu net imposable se détermine à partir du revenu brut. On y enlèvera ce qu'on appelle les charges générales déductibles, je vais vous lister les principales, et des abattements spéciaux. Je vous rappelle qu'un abattement, c'est une réduction qui est calculée au niveau de votre revenu. On commence par les charges générales déductibles. Pour qu'une charge soit déductible, elles doivent respecter ces charges 4 conditions. Déjà, la déduction doit être prévue par la loi, c'est assez évident. Les charges ne doivent pas déjà avoir été déduites du revenu d'une catégorie. Elles doivent obligatoirement avoir été payées au cours de l'année d'imposition. Payer, ça veut dire décaisser, ça ne doit pas être une dette en fait. Et elles doivent être détaillées dans la déclaration de revenus et bien sûr justifiées, puisqu'en cas de contrôle fiscal, on peut vous demander tous les justificatifs liés à ces charges. Quelles sont ces charges ? Eh bien, il y en a que vous connaissez probablement, il s'agit des pensions alimentaires. Donc les pensions alimentaires, c'est quoi ? C'est des sommes qu'on va verser à des personnes qui sont dans le besoin. Alors attention, pas n'importe quelle personne dans le besoin. Ça peut être soit des ascendants, soit des enfants, soit des conjoints ou ex-conjoints en cas de divorce. Donc les montants qui sont versés doivent obligatoirement pouvoir être justifiés à l'administration fiscale. Donc c'est pour ça que si vous vous engagez dans le versement d'une pension alimentaire, il faut bien garder les reçus des virements que vous avez réalisés, puisqu'on va vous les demander. Et donc vous pouvez être amené à verser une pension alimentaire à vos ascendants. Donc les ascendants, c'est vos parents ou grands-parents qui vont pouvoir bénéficier éventuellement d'une pension alimentaire si les revenus qu'ils ont à la retraite ne sont pas suffisants pour faire face à leurs dépenses du quotidien. Alors attention, il ne s'agit pas de faire en sorte que vos ascendants aient un train de vie qui soit, on va dire, riche. L'idée, c'est que voilà, ils perçoivent peut-être une petite retraite, ils n'ont pas assez, et donc du coup, vous leur versez un complément. Sachez qu'à chaque fois que vous versez une pension alimentaire, ça vous permet de réduire votre revenu imposable, mais la personne qui reçoit cette pension alimentaire, elle doit déclarer cette pension dans ses revenus. Donc elle est susceptible d'être imposée dessus. Donc on ne va pas s'amuser à verser des pensions alimentaires pour que la personne, du coup, soit amenée à payer des impôts dessus. Enfin, sauf s'ils sont dans le besoin, évidemment. Donc ensuite, on peut être amené à verser des pensions alimentaires à des enfants mineurs de parents divorcés ou séparés, à des enfants majeurs, célibataires, sans ressources et non rattachés. Donc moi, par exemple, c'est ce qui s'est passé pendant mes études. Bon, ça remonte à un petit peu de temps maintenant. Mais on avait calculé que c'était plus intéressant à une certaine époque de me détacher du foyer fiscal et de me verser une pension alimentaire pour faire face à mes besoins en tant qu'étudiante. On peut verser une pension alimentaire aux enfants majeurs qui sont mariés et non rattachés, et au conjoint ou à l'ex-conjoint. Donc d'une manière générale, c'est généralement un montant de pension qui est limité à 5 959 € par an et par enfant. Tout doit pouvoir être justifié. Et si ce sont des pensions alimentaires versées au conjoint ou à l'ex-conjoint, cela doit être payé en vertu d'une décision de justice, puisqu'on ne peut pas donner d'argent à n'importe qui comme ça. On ne peut pas faire des dons à n'importe qui au niveau fiscal, ça ne passerait pas. Deuxième charge déductible, ce sont les frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans. Donc si vous accueillez une personne âgée sous votre toit, eh bien vous allez supporter des frais, ça va être des courses, ça va être des frais qui sont liés à la blanchisserie, des frais d'habillement, des choses comme ça. Eh bien vous allez pouvoir du coup bénéficier d'une charge déductible. Bien sûr, le montant de l'avantage dont vous allez bénéficier est limité. Il est limité à 3 542 € par personne accueillie en 2020 par personne et par an. J'ai marqué 2 fois par personne. C'est histoire que vous sachiez bien que c'est par personne. Ensuite, on se retrouve avec les cotisations d'épargne retraite individuelle. Alors, vous pouvez déduire le montant de ces cotisations d'épargne retraite. Vous allez me dire, mais c'est quoi une cotisation d'épargne retraite ? On cotise déjà à la retraite. Bah oui, on cotise déjà à la retraite au niveau des bulletins de salaire, puisque vous versez une partie de vos cotisations à l'URSSAF, et l'URSSAF, donc la caisse de sécurité sociale, va se charger de vous constituer une retraite. On appelle ça une retraite par répartition. Oui, mais vous pouvez avoir la volonté de vous constituer une retraite complémentaire
On appelle ça alors une retraite par capitalisation. Et pour vous inciter à vous constituer une retraite complémentaire, eh bien, l'État vous permet de déduire le montant des cotisations que vous versez dans certaines limites, donc généralement 10% de vos revenus professionnels nets de frais. Et donc du coup, ça vous incite à vous constituer une retraite complémentaire. Et puis on va pouvoir également déduire la CSG. Alors CSG c'est un petit peu compliqué, il peut y en avoir sur certains revenus de capitaux mobiliers, donc sur des dividendes par exemple. Et donc c'est à ce stade-là qu'on va pouvoir être amené à déduire la CSG. Je ne rentrerai toutefois pas dans le détail. On a dit que le revenu net imposable c'était revenu brut moins charges déductibles moins abattements spéciaux. Je viens d'évoquer la liste des charges déductibles. Eh bien, il existe maintenant deux abattements spéciaux. Un abattement, c'est une somme qui va venir en diminution du revenu net global. Vous avez un abattement qui est accordé aux personnes âgées ou invalides, qui est de 2 448 € si leur revenu net global n'excède pas 15 340 €, et un petit peu moins si vous avez un revenu compris entre 15 340 € et 24 690 €. Et puis vous avez également un abattement pour enfants à charge ayant fondé un foyer distinct, c'était dur à dire. C'est un abattement qui concerne les enfants mariés, pacsés, célibataires chargés de famille et qui demandent leur attachement au foyer fiscal de leurs parents. Donc je vous rappelle que demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ce n'est possible que s'ils ont moins de 21 ans ou moins de 25 ans en restant étudiants. Vous avez alors la possibilité d'avoir un abattement de 5 959 € par personne rattachée. J'attire votre attention que les sommes ici, les limites que je vous donne sont valables pour la déclaration de 2021 qui porte sur les revenus de 2020, mais ces sommes en fait sont mises à jour chaque année en fonction du niveau de l'inflation, en fonction des critères aussi déterminés par la loi, une politique fiscale qui peut être plus ou moins avantageuse, donc bien évidemment à mettre à jour chaque année. Nous savons désormais déterminer le revenu net imposable à partir du revenu brut global. Eh bien, on va maintenant apprendre dans la prochaine vidéo à calculer le quotient familial, puis à calculer le montant de l'impôt sur le revenu brut. Et c'est dans la dernière vidéo qu'on pourra être en mesure de calculer le montant de l'IR à payer, puisque entre l'IR brut et l'IR à payer, il faut qu'on étudie la notion de réduction d'impôt et de crédit d'impôt. Alors on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo qui comportera un petit peu plus d'exemples afin d'illustrer un petit peu le cours. À bientôt!